L'incident du col Dyatlov, un mystère inexpliqué. Bonjour et bienvenue dans cette enquête immersive. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Une histoire terrifiante, incompréhensible et fascinante. Nous sommes en 1959. 9 jeunes randonneurs partent en expédition dans les montagnes de l'Oural. Ils sont expérimentés, organisés. Mais quelque chose se passe. Leurs corps seront retrouvés éparpillés sur les pentes enneigées, avec des blessures inexpliquées. Leurs tentes, éventrées de l'intérieur, leur peau, imprégnée de radiation, leurs os, brisés comme après un choc extrême. Certains ont même perdu leur langue et leurs yeux. Qu'est-il arrivé au groupe Dyatlov cette nuit-là? Une avalanche? Une expérience militaire secrète? Une force inconnue? Écoutez bien, réfléchissez, et tentez de résoudre l'énigme avec nous. Car aujourd'hui encore, personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous sommes en pleine guerre froide. L'URSS et les États-Unis s'affrontent indirectement à travers la course aux armements et à l'exploration spatiale. À cette époque, la région de l'Oural est isolée, dangereuse et peu explorée. Les randonnées extrêmes sont une fierté nationale. Elles forment les jeunes au dépassement de soi et à la survie. Les montagnes sont vastes, froides et parfois inhospitalières. C'est dans ce contexte qu'Igor Dyatlov, un jeune étudiant ingénieur, décide d'organiser une expédition ambitieuse. Son but? Obtenir la certification de niveau 3 en alpinisme, la plus prestigieuse. Mais il ne sait pas encore que cette randonnée sera sa dernière. Le groupe Dyatlov est composé de 9 étudiants et diplômés en ingénierie de l'Institut Polytechnique de l'Oural. À leur tête, Igor Dyatlov, 23 ans, un leader né, méthodique et passionné. Parmi ses compagnons, Zinaida Kolmogorova, 22 ans, courageuse et proche d'Igor. Rustem Slobodin, 23 ans, un athlète habitué aux randonnées extrêmes. Lyudmila Dubinina, 20 ans, forte mentalement mais parfois impulsive. Semyon Zolotaryov, 38 ans, un ancien militaire qui a rejoint le groupe à la dernière minute, suscitant des interrogations. Et puis, il y a Yuri Yudin, l'homme qui a échappé à la mort. Car, par un étrange coup du destin, il a dû abandonner l'expédition au dernier moment à cause d'un problème de santé. Il sera le seul survivant. Il racontera plus tard. Si j'avais su ce qui allait arriver à mes amis, jamais je ne les aurais laissés partir seuls. Le 23 janvier 1959, ils quittent la ville de Sverdlovsk. Ils ne savent pas encore que ce voyage va devenir un cauchemar. Le 23 janvier 1959, le groupe Dyatlov quitte la ville de Sverdlovsk. L'ambiance est légère. Ils rient, chantent, prennent des photos. Ils ont tout prévu. Des vêtements pour le froid extrême, des vivres, des carnets pour écrire leurs impressions. Pendant plusieurs jours, ils avancent sans encombre. Ils prennent un train, puis un camion jusqu'au dernier village habité, Visaï. Ici, ils passent leur dernière nuit en civilisation. Les habitants les accueillent chaleureusement. Le 27 janvier, ils s'enfoncent dans les montagnes. Les températures chutent. Le vent devient glacial. Mais ils avancent. Ils laissent derrière eux un abri contenant de la nourriture et du matériel qu'ils comptent récupérer au retour. Le 28 janvier, Yuri Yudin tombe malade. Douleur aux articulations. Fièvre. Il n'a pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Il ne le sait pas encore, mais cette maladie lui sauvera la vie. Il serre ses amis dans ses bras une dernière fois et regarde le groupe s'éloigner dans la neige. Ce sera la dernière fois qu'il les verra vivants. Le 1er février 1959, ils atteignent le mont Kholat Syakhl, qui signifie en langue mansi « la montagne morte ». Le temps est mauvais. Le vent souffle fort. Ils auraient pu descendre et camper dans une vallée plus abritée. Mais Igor Dyatlov prend une autre décision. Ils s'installent directement sur la pente du mont. Peut-être pour prouver leur résistance. Peut-être parce qu'ils ont perdu du temps et veulent rattraper leur retard. Ce soir-là, ils dressent leur tente. Ils mangent. Rient encore un peu. Écrivent quelques notes dans leur carnet. Puis, ils s'endorment. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé après. Mais quelque chose les pousse à fuir leur tente en pleine nuit. Dans la panique. Sans chaussures. Sans manteau. Et pour certains, à moitié nus. Les jours passent. Les familles s'inquiètent. Le 12 février, les randonneurs devaient envoyer un télégramme à leur retour. Mais rien n'arrive. Au début, les autorités pensent à un simple retard. Mais au bout d'une semaine, l'angoisse monte. Le 20 février, une équipe de recherche est envoyée sur place. Des volontaires, des étudiants, des soldats, une véritable expédition de secours. Ils avancent lentement, luttant contre le froid extrême et les tempêtes de neige. Et le 26 février, ils tombent sur le campement abandonné.
La tente est là, recouverte de neige. Mais quelque chose cloche immédiatement. Elle est éventrée de l'intérieur. Pourquoi les randonneurs auraient-ils déchiré leur propre tente pour fuir au lieu d'en sortir normalement? Autour, aucune trace de lutte, aucun signe d'attaque animale. Mais dans la neige, des empreintes de pas. Elles partent en direction de la forêt. Elles appartiennent aux membres du groupe. Et elles montrent qu'ils étaient pieds nus, comme s'ils avaient fui précipitamment, sans prendre le temps de s'habiller. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser 9 randonneurs expérimentés à se précipiter dehors en pleine nuit, sous moins 30 degrés C, sans vêtements adéquats? À quelques centaines de mètres, les premiers corps apparaissent. Les secouristes avancent prudemment. À environ 500 mètres de la tente, ils découvrent 2 corps sous un grand cèdre. Ce sont Yuri Doroshenko et Georgi Krivonischenko. Ils sont pieds nus, à moitié nus, allongés dans la neige. Leurs mains et leurs jambes portent des traces de brûlure. À côté d'eux, les restes d'un feu. Ont-ils tenté de se réchauffer désespérément? Les branches de l'arbre sont cassées à plusieurs mètres de hauteur, comme si quelqu'un avait essayé de grimper pour fuir. Mais fuir quoi? Un peu plus loin, 3 autres cadavres sont retrouvés. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova et Rustem Slobodan. Ils sont étalés dans la neige, en direction de la tente, comme s'ils avaient tenté de revenir. Le corps d'Igor est en position fétale, les mains crispées sur sa poitrine, comme s'il s'accrochait à sa propre vie jusqu'au dernier moment. Rustem a une fracture du crâne, mais les médecins concluent qu'elle ne l'a pas tué immédiatement. L'hypothèse principale à ce stade? Ils sont morts d'hypothermie. Mais en mai 1959, la fonte des neiges révèle 4 autres cadavres. Et cette fois, l'horreur est totale. Les corps de Lyudmila Dubinina, Nikolai Thibault-Brignol, Alexander Kolevatov et Semyon Zolotaryov sont retrouvés au fond d'un ravin. Mais ils ne sont pas morts de froid. Leurs blessures sont inimaginables. Lyudmila a la cage thoracique enfoncée et il lui manque la langue. Ses orbites sont vides, ses yeux ont disparu. Nikolai a le crâne fracturé, mais sans blessure externe, comme si un choc d'une force colossale l'avait frappé de l'intérieur. Semyon, l'ancien militaire, a des blessures similaires. Lui aussi n'a plus d'yeux. Alexander semble avoir subi un choc violent. Et il y a encore un détail inexplicable. Leurs vêtements contiennent des traces de radiation. Pourquoi? D'où vient cette contamination? Les enquêteurs sont déconcertés. Ils ne trouvent aucune trace de lutte, aucun indice clair. Et pourtant, ces blessures ne peuvent pas être naturelles. Comment expliquer une telle scène? Les autorités soviétiques ouvrent immédiatement une enquête criminelle. Les corps sont autopsiés, les rapports sont rédigés. Mais rapidement, les enquêteurs sont dépassés. Ils ne trouvent aucune explication rationnelle. Pourquoi certains randonneurs sont-ils morts de froid, tandis que d'autres ont subi des traumatismes extrêmes? Pourquoi leurs blessures ne correspondent à aucun accident connu? Et surtout, pourquoi l'URSS classe-t-elle l'affaire top secret quelques mois après? Les premières conclusions évoquent une avalanche. Une coulée de neige aurait surpris le groupe, les forçant à fuir précipitamment leur tente. Certains seraient morts d'hypothermie, d'autres écrasés sous la neige. Mais plusieurs éléments contredisent cette hypothèse. D'abord, il n'y avait aucune trace d'avalanche sur place. Ensuite, les empreintes des randonneurs étaient encore visibles, ce qui aurait été impossible si une avalanche avait tout recouvert. Enfin, pourquoi la tente a-t-elle été éventrée de l'intérieur? L'explication officielle ne convainc personne. Très vite, d'autres théories émergent. Première théorie, une expérience militaire secrète. L'URSS testait-elle des armes dans cette zone? Des témoins ont rapporté avoir vu des sphères lumineuses dans le ciel la nuit du drame. Et ces radiations sur les vêtements, d'où viennent-elles? Certains pensent que le groupe a été victime d'un essai de bombe sonore ou d'une arme inconnue. Deuxième théorie, une attaque par une créature mystérieuse. Certains évoquent la légende du Yéti, une créature qui hanterait les montagnes de l'Oural. Les blessures internes pourraient correspondre à un choc puissant. Mais pourquoi aucun signe de griffure ou de lutte? Troisième théorie, un phénomène paranormal ou extraterrestre. Les sphères lumineuses étaient-elles des ovnis? Certains croient que le groupe a assisté à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir et qu'ils ont été réduits au silence. Quatrième théorie, un conflit interne qui aurait dégénéré. Une bagarre entre les membres du groupe aurait-elle mal tourné? Mais encore une fois, cela n'explique ni les radiations, ni les mutilations, ni la panique collective qui les a poussés à fuir leur tente pieds nus. L'affaire est officiellement classée en mai 1959. La conclusion finale? Les randonneurs sont morts à cause d'une force inconnue.
Une phrase qui, au lieu d'apporter des réponses, ne fait qu'alimenter encore plus le mystère. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Une catastrophe naturelle? Un test militaire? Une rencontre avec l'inconnu? À vous de juger. Mais une chose est sûre, les 9 randonneurs du col Dyatlov ont emporté leur secret avec eux, et peut-être que nous ne saurons jamais la vérité. Si cette enquête vous a captivé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères. Et vous, quelle est votre théorie? Dites-le en commentaire.